Il y a parfois des nuits qui commencent comme toutes les autres, calmes, presque invisibles, et qui pourtant laissent derrière elles une trace que personne n'oublie vraiment. Cette histoire commence dans une grande capitale qui se prépare à célébrer, une ville remplie de lumières temporaires, de décorations suspendues entre les immeubles, de scènes installées sur les places, de patinoires improvisées et d'écrans géants qui diffusent des images joyeuses. Tout semble ordinaire, organisé, parfaitement maîtrisé. Les équipes techniques circulent partout, on les voit sans vraiment les remarquer, avec leurs véhicules utilitaires, leurs nacelles, leurs outils, leur routine quotidienne. Ils font partie du décor, comme les lampadaires ou les guirlandes. Personne ne se demande vraiment ce qu'ils font, ni pourquoi ils sont là, car tout paraît normal, familier, rassurant. Et pourtant, c'est précisément dans cette normalité que quelque chose commence à se déplacer, lentement, discrètement, presque silencieusement. La ville est à son maximum de lumière, à son maximum d'énergie, à son maximum d'activité douce. Les réseaux fonctionnent à pleine capacité pour alimenter chaque installation festive, chaque projecteur, chaque écran, chaque chauffage temporaire. Tout est connecté, tout est interdépendant, tout est en équilibre, comme un immense mécanisme délicat qui ne doit surtout pas être perturbé. Les gens se déplacent, rient, se pressent pour faire leurs achats, regardent les vitrines, se retrouvent en famille ou entre amis. Les écrans diffusent des émissions spéciales, les animateurs sourient, les musiques sont choisies pour apaiser, pour créer un sentiment de continuité et de confort. Dans cet univers parfaitement réglé, personne n'imagine que la moindre petite anomalie pourrait avoir une portée qui dépasse largement ce qu'elle semble être. Au loin, dans un quartier qui ne fait pas partie des cartes postales habituelles, un véhicule s'arrête. Rien d'extraordinaire à cela. Il ressemble aux autres, il porte des marquages ordinaires, il a l'air d'appartenir à une équipe de maintenance comme il en passe des dizaines chaque jour. Il ne provoque ni inquiétude, ni curiosité. Il est vu, mais pas vraiment regardé. Les caméras enregistrent son passage, les patrouilles passent à proximité, personne ne ralentit vraiment. Dans cette ville habituée à être observée, ce qui est banal devient presque invisible. Et parfois, ce qui est invisible est précisément ce qui compte le plus. Pendant ce temps, dans les centres de contrôle, sur les écrans, tout semble stable. Les flux sont normaux, les indicateurs sont au vert, les courbes suivent leurs trajectoires habituelles. Il n'y a pas d'alerte, pas de signal particulier, pas de raison de s'inquiéter. C'est une nuit ordinaire, dans une ville qui se croit protégée, couverte par des couches de systèmes, de procédures, de technologies, de certitudes accumulées au fil des années. Une ville qui a appris à penser que certains lieux sont hors d'atteinte, que certaines choses ne peuvent tout simplement pas arriver ici, pas maintenant, pas dans ce contexte. Et pourtant, quelque part, très lentement, presque imperceptiblement, quelque chose commence à se mettre en mouvement. Pas de façon brutale, pas de façon spectaculaire, mais comme une tension qui s'installe, comme une attente qui se forme sans que personne ne puisse vraiment la nommer. Ce n'est pas encore un événement, ce n'est pas encore une action, c'est une possibilité, une préparation, une respiration retenue avant quelque chose de plus large. La ville ne le sent pas, mais elle est déjà en train de basculer d'un état à un autre, sans bruit, sans annonce, sans sirène. Ce qui rend cette histoire particulière, ce n'est pas seulement ce qui va se produire, mais la manière dont cela commence, dans la banalité la plus totale, dans la continuité la plus parfaite, dans un décor qui inspire la confiance et la tranquillité. C'est une histoire sur la fragilité cachée derrière les choses solides, sur les mécanismes qui semblent éternels, mais qui reposent parfois sur des équilibres très fins, sur des décisions minuscules, sur des gestes qui paraissent sans importance. Et c'est une histoire qui va peu à peu révéler que ce qui est visible n'est souvent qu'une surface, et que sous cette surface, il existe des dynamiques beaucoup plus profondes. Si vous voulez comprendre comment une nuit tranquille peut devenir un point de bascule, comment une ville peut apprendre quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment voulu apprendre, et pourquoi ce qui va suivre ne concerne pas seulement un endroit précis, mais une façon entière de penser la sécurité, la stabilité et la confiance, alors restez avec moi. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, parce que ce qui commence ici, doucement, presque tendrement, va nous emmener beaucoup plus loin que ce que l'on pourrait imaginer à première vue. Ce qui se passe ensuite ne ressemble pas à ce que l'on imagine habituellement quand on parle de tension ou de crise,
car rien n'explose au sens spectaculaire, rien ne s'effondre sous les yeux des passants, rien ne provoque immédiatement de panique visible dans les rues. Tout se déroule d'abord dans des couches invisibles, dans des systèmes, dans des signaux, dans des décisions prises à distance par des personnes qui regardent des écrans, qui interprètent des données, qui comparent des courbes et des points lumineux. La ville, elle, continue encore quelques instants à vivre comme si de rien n'était. Les gens marchent, parlent, regardent leur téléphone, entrent dans les magasins, sortent des cafés, prennent des photos des décorations. La surface est calme, presque joyeuse, alors que sous cette surface, quelque chose est déjà en train de se transformer. Dans les centres de surveillance, les opérateurs commencent à remarquer que certains signaux se multiplient, que certaines traces apparaissent là où il n'y en avait pas quelques instants auparavant. Ce ne sont pas des alarmes franches, ce sont des anomalies, des éléments qui ne rentrent pas parfaitement dans les modèles habituels. Au début, cela ressemble à du bruit, à des interférences, à des objets trop petits ou trop rapides pour être clairement identifiés. Puis ces éléments se répètent, se déplacent, changent de position et deviennent difficiles à ignorer. Les équipes échangent des messages, vérifient leurs instruments, comparent leurs écrans. Personne ne crie, personne ne s'affole, mais une concentration plus intense s'installe. Une attention particulière se pose sur ces signes faibles qui, pris séparément, ne veulent pas dire grand-chose, mais qui, ensemble, commencent à former une image nouvelle. Progressivement, la réalité se dessine. Ce qui est perçu n'est pas un phénomène naturel, ni un simple dysfonctionnement technique. Ce sont des objets légers, discrets, qui se déplacent dans l'espace urbain en utilisant la complexité même de la ville comme une sorte de camouflage. Ils ne suivent pas des trajectoires simples, ils longent les bâtiments, ils passent au-dessus des rues, ils se fondent dans le fond visuel et thermique de la métropole. Ils sont difficiles à distinguer précisément parce qu'ils ressemblent, dans les données, à tant d'autres choses qui bougent en permanence dans une grande ville moderne. Ce n'est pas une vague massive et visible, c'est une série de présences fines, presque élégantes dans leur manière d'utiliser l'environnement. Les systèmes de protection réagissent comme ils ont été conçus pour le faire. Ils tentent d'identifier, de classer, de filtrer, de prioriser. Certains signaux sont considérés comme plus importants que d'autres. Certains déclenchent des réponses, d'autres sont mis de côté comme probablement inoffensifs. Tout cela se fait très vite, à une vitesse qui dépasse celle de la perception humaine directe, mais qui est néanmoins gouvernée par des règles, des paramètres, des choix humains intégrés dans les machines. Chaque réaction a un coût, en ressources, en attention, en énergie, en matériel. Chaque réaction est aussi un engagement qui ne peut pas être simplement annulé ensuite. Ce qui est en train de se jouer n'est donc pas seulement un échange entre des objets dans le ciel et des systèmes au sol, c'est un échange entre deux logiques. D'un côté, une logique qui cherche à maintenir un ordre stable, à protéger, à préserver une situation donnée. De l'autre, une logique qui cherche à tester, à déplacer, à révéler les limites de cette protection. Aucune des deux n'est visible pour le passant, mais leurs effets vont très vite dépasser le cadre technique pour entrer dans la vie concrète de la ville. Et puis, à un moment donné, quelque chose change dans l'atmosphère générale. Pas par un bruit fort, pas par un mouvement de foule, mais par une modification subtile des conditions. Certaines zones commencent à perdre leur éclairage, d'abord de façon partielle, comme si une ampoule avait simplement cessé de fonctionner, puis de façon plus large, comme si un quartier entier retenait son souffle. Des écrans s'éteignent, des décorations cessent de briller, certaines installations deviennent silencieuses. Ce n'est pas encore une obscurité totale, c'est une sorte de retrait progressif de la lumière, un glissement de l'état normal vers un état légèrement différent, suffisamment différent pour être remarqué. Les gens lèvent la tête, se regardent, sourient parfois en pensant à une simple panne, sortent leur téléphone pour éclairer leur chemin ou pour filmer la scène. Certains se disent que cela fait partie de la vie moderne, que les systèmes sont complexes et qu'ils peuvent parfois faillir. Il n'y a pas de peur immédiate, mais il y a une surprise, une curiosité, une légère inquiétude qui se répand comme une onde douce. Dans une ville habituée à la continuité, même une petite rupture est ressentie comme quelque chose d'inhabituel. Pendant ce temps, dans les coulisses invisibles, les ingénieurs et les responsables comprennent que ce qui se passe n'est pas un incident ordinaire. Certaines infrastructures essentielles ont été affectées, pas détruites au sens dramatique, mais profondément perturbées. Des équipements qui sont au cœur de la distribution d'énergie ont subi des contraintes qu'ils n'étaient pas censés recevoir en temps normal. Cela provoque des réactions en chaîne, des ajustements automatiques,
des coupures de protection destinées à éviter des dommages plus larges. Le système fait ce qu'il peut pour se protéger lui-même, mais en se protégeant, il modifie son propre fonctionnement. Et ces modifications se traduisent par des effets visibles pour la population. Les spécialistes savent que remettre en état ce genre de composants n'est pas une question de quelques minutes. Ce sont des éléments lourds, complexes, fabriqués selon des standards très précis, qui ne sont pas simplement stockés en grande quantité à proximité. Leur réparation ou leur remplacement demandent du temps, de la coordination, parfois des chaînes d'approvisionnement longues et délicates. Même quand tout se passe bien, cela reste une opération lourde. Et dans ce contexte particulier, cela devient encore plus sensible. Au niveau politique et symbolique, l'effet est immédiat même s'il est discret. L'idée selon laquelle la capitale serait totalement à l'abri, que certaines choses ne pourraient jamais arriver ici, reçoit une première fissure. Elle ne s'effondre pas complètement, mais elle n'est plus intacte. Les responsables doivent réagir, non seulement techniquement, mais aussi dans la manière dont ils parlent de ce qui s'est passé, dans la manière dont ils rassurent, expliquent, minimisent ou contextualisent. Les mots deviennent presque aussi importants que les actes, car ils servent à maintenir une cohérence dans la perception collective. Et au-delà de cette ville, d'autres regards se posent sur la situation. Des analystes, des responsables militaires, des gouvernements, des experts en énergie, tous observent, comparent, tirent des conclusions. Ils ne voient pas seulement une perturbation locale, ils voient un exemple, un cas d'école, une démonstration de la façon dont des systèmes très complexes et très coûteux peuvent être mis sous tension par des moyens relativement modestes, mais très bien pensés. Ils voient une leçon sur la manière dont la technologie, l'organisation, la psychologie et le temps peuvent se combiner pour produire des effets qui dépassent largement l'ampleur matérielle de l'événement initial. Ce qui est révélé ici, c'est que la sécurité n'est pas un état absolu, mais un équilibre dynamique qui peut être déplacé. Ce n'est pas une muraille immobile, mais une sorte de danse entre des menaces qui évoluent et des protections qui tentent de suivre. Et dans cette danse, celui qui impose le rythme, même brièvement, peut influencer l'ensemble du mouvement. Ce n'est pas une victoire au sens classique, ce n'est pas une défaite non plus. C'est un déplacement de la perception, une modification des calculs, une invitation forcée à repenser ce que l'on croyait acquis. Ainsi, cette nuit qui avait commencé comme une simple préparation festive devient autre chose. Elle devient un moment de révélation douce mais profonde. Un moment où une ville comprend que sa normalité repose sur des systèmes sensibles, que ses certitudes peuvent être questionnées, que sa tranquillité est le résultat d'un travail permanent et non d'un état naturel. Et cette compréhension, une fois acquise, ne disparaît pas facilement. Elle reste, elle influence les décisions futures, elle change la manière dont on regarde les lumières, les écrans, les réseaux, les promesses de protection. Ce qui s'est passé ne se résume donc pas à une perturbation technique, ni à un simple épisode dans une longue histoire de tension. C'est un message silencieux, adressé à tous ceux qui pensent que la complexité est une garantie en soi, que l'accumulation de systèmes suffit à créer une invulnérabilité. C'est une invitation, peut-être inconfortable, à reconnaître que dans un monde interconnecté, la fragilité est toujours présente, même au cœur des endroits qui semblent les plus solides, les plus centraux, les plus protégés. Et c'est précisément cette reconnaissance qui donne à cet événement sa portée réelle, bien au-delà de ce qui a été visible cette nuit-là dans les rues à moitié éclairées de la capitale. Après cet épisode, la ville ne redevient pas simplement ce qu'elle était avant. Même si en surface tout semble rentrer dans l'ordre, les lumières sont rallumées, les écrans reprennent leurs images, les gens continuent à sortir, à travailler, à se déplacer, et les responsables affirment que la situation est maîtrisée, que les systèmes fonctionnent de nouveau normalement, que tout est sous contrôle. Mais dans les coulisses, dans les salles de réunion, dans les centres techniques, dans les bureaux où l'on prend les décisions à long terme, quelque chose a changé de façon durable. Les ingénieurs savent désormais exactement quels sont les points sensibles du réseau, quels types de contraintes peuvent provoquer des effets en chaîne, quelles zones sont plus difficiles à isoler que prévu, quelles protections automatiques réagissent trop lentement ou trop brutalement. Cette connaissance n'est pas seulement théorique, elle est vécue, inscrite dans l'expérience, et elle modifie la manière dont on planifie, dont on investit, dont on hiérarchise les priorités. On commence à parler de renforcement, de redondance supplémentaire, de diversification des sources,
de modernisation de certains équipements qui avaient été considérés comme suffisamment fiables jusque-là. Mais tout cela prend du temps, coûte de l'argent, mobilise des compétences rares. Dans un contexte où les ressources sont limitées, chaque décision implique un renoncement ailleurs. Chaque investissement dans la protection d'un point précis signifie moins de moyens pour d'autres projets, d'autres régions, d'autres besoins. La ville devient ainsi le centre d'une attention accrue, presque d'une vigilance permanente, qui a des conséquences bien au-delà de ses frontières administratives. Au niveau politique, le discours se nuance. On ne parle plus seulement de force, de contrôle, de supériorité technologique, mais aussi de résilience, d'adaptation, de capacité à absorber des chocs et à continuer à fonctionner malgré eux. Ce glissement de vocabulaire est révélateur. Il indique que l'on reconnaît implicitement que tout ne peut pas être empêché, que certaines choses arriveront malgré les protections, et que la vraie question devient alors la capacité à y faire face sans que le système dans son ensemble ne perde sa cohérence. Cette façon de penser est plus modeste, mais aussi plus réaliste, et elle transforme la manière dont on envisage l'avenir. Dans les milieux militaires et stratégiques, cet épisode est analysé comme un exemple précis d'un phénomène plus large. Il montre comment des moyens relativement simples, s'ils sont utilisés avec une compréhension fine des systèmes adverses, peuvent produire des effets disproportionnés. Il montre aussi que la valeur d'une action ne se mesure pas uniquement à ses effets matériels immédiats, mais à sa capacité à modifier les comportements, à forcer des redéploiements, à créer de nouvelles contraintes pour l'autre partie. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qui a été touché, mais ce qui doit désormais être protégé, surveillé, anticipé. Des experts à Berlin, à Paris, à Londres, à Washington, à Tokyo, à Pékin, observent et discutent. Ils comparent avec leurs propres infrastructures, leurs propres vulnérabilités, leurs propres modèles de protection. Ils se demandent comment leur ville réagirait à une perturbation similaire, quelles seraient les conséquences économiques, sociales, politiques, d'une simple rupture dans la continuité énergétique ou informationnelle. Ces discussions ne sont pas publiques, mais elles influencent les politiques de sécurité, les investissements dans les réseaux, les priorités en matière de recherche et de développement. Ce qui est arrivé dans une capitale devient ainsi une référence implicite pour beaucoup d'autres. Pour la population, l'effet est plus diffus, mais tout aussi réel. Même si les gens ne connaissent pas les détails techniques, même s'ils ne suivent pas les analyses stratégiques, ils ont ressenti une interruption, une discontinuité, un moment où la ville n'a pas fonctionné comme elle est censée fonctionner. Ce souvenir reste, comme une petite fissure dans la confiance automatique que l'on accorde au système qui nous entoure. On regarde différemment les écrans, les feux de signalisation, les ascenseurs, les réseaux mobiles. On comprend, même vaguement, que tout cela peut s'arrêter, même brièvement, même localement, et que cette possibilité fait désormais partie du paysage mental. Cette transformation de la perception est peut-être l'effet le plus durable. Elle ne se voit pas, elle ne se mesure pas facilement, mais elle influence les comportements, les attentes, les réactions face aux annonces officielles. Elle rend les sociétés un peu plus attentives, un peu plus sceptiques, parfois un peu plus anxieuses, mais aussi potentiellement plus conscientes de la complexité du monde dans lequel elles vivent. Cette conscience peut être inconfortable, mais elle peut aussi être une source de maturité collective. Dans le cas particulier de cette ville, cette nuit devient une référence silencieuse, un point de comparaison implicite. Chaque nouvelle annonce sur la sécurité, chaque nouvelle mesure de protection, chaque investissement dans les infrastructures est évalué à la lumière de ce qui s'est passé. On se demande si cela aurait été suffisant, si cela aurait changé quelque chose, si cela empêche vraiment que cela se reproduise. Et même si personne ne le dit ouvertement, cette question plane en permanence au-dessus des décisions. Ce qui est frappant, c'est que tout cela est né d'un événement qui, pris isolément, pourrait sembler presque modeste par rapport aux grandes crises de l'histoire. Il n'y a pas eu de destruction massive visible, pas de catastrophe humanitaire, pas de bouleversement immédiat de la vie quotidienne à grande échelle. Et pourtant, son impact se propage dans le temps et dans l'espace, par les idées qu'il suscite, par les peurs qu'il réveille, par les calculs qu'il impose. Il agit comme un rappel doux mais insistant que la stabilité est un travail permanent, qu'elle n'est jamais donnée une fois pour toutes. Finalement, cette histoire n'est pas seulement celle d'une ville, ni celle d'un pays, ni même celle d'un conflit particulier.
C'est une histoire sur la manière dont nos sociétés modernes, hautement connectées, hautement dépendantes de systèmes invisibles, doivent apprendre à vivre avec leur propre vulnérabilité. C'est une histoire sur la façon dont la technologie, censée nous protéger et nous simplifier la vie, peut aussi devenir un terrain où se jouent des formes nouvelles de tension, de compétition, d'influence. C'est une histoire sur le fait que le pouvoir, aujourd'hui, ne se manifeste pas seulement par la force visible, mais aussi par la capacité à influencer des réseaux, des perceptions, des équilibres. Et c'est peut-être pour cela que cet épisode restera dans les mémoires de ceux qui l'ont étudié de près, même si le grand public l'oublie peu à peu. Parce qu'il montre, de manière presque pédagogique, comment une action discrète peut produire des effets larges, comment une petite perturbation peut entraîner une grande réflexion, comment un moment de fragilité peut devenir une source de transformation. Il rappelle que dans un monde aussi interdépendant que le nôtre, rien n'est jamais totalement isolé, rien n'est jamais totalement protégé, et que chaque système, aussi sophistiqué soit-il, porte en lui ses propres limites. Ainsi, la ville continue de vivre, de briller, de fonctionner, mais elle le fait désormais avec une connaissance supplémentaire, même si elle n'est pas toujours formulée clairement. Elle sait que la continuité est précieuse, que la normalité est fragile, que la sécurité est un processus et non un état. Et cette connaissance, une fois acquise, ne disparaît pas vraiment. Elle s'inscrit dans les décisions, dans les discours, dans les peurs, dans les espoirs. Elle devient une partie silencieuse de la réalité contemporaine, une sorte de fond permanent qui accompagne chaque lumière allumée, chaque écran qui s'active, chaque promesse de stabilité qui est faite. C'est en cela que cette nuit, si calme en apparence, a eu une portée qui dépasse largement son cadre immédiat. Elle n'a pas seulement modifié un réseau, elle a modifié une façon de penser. Elle a rappelé que la modernité est à la fois une force et une exposition, une promesse et un risque, un confort et une responsabilité. Et dans cette tension permanente entre ce que nous construisons et ce que nous devons protéger, se joue une grande partie de l'avenir de nos sociétés.